Ok, bonsoir à tous, j'espère que vous m'entendez bien. Comme je l'avais annoncé dans le fichier sur lequel on a tous accès, le premier discours, ça va parler de la précarité menstruelle. J'avais mis quelques mots-clés, rien de très compliqué. Il y a le nom d'une association et une start-up. L'association s'appelle Règles élémentaires. La start-up s'appelle Marguerite et compagnie. Je vais parler du syndrome du choc toxique. Il y aura quelques chiffres, quelques dates, mais pas de difficultés majeures. Donc, voilà. Si vous êtes prêts, on va commencer. Donc, chers collègues, aujourd'hui, j'aimerais aborder un sujet dont on parle assez peu sur la scène publique. Il s'agit des règles. Alors, pas de cours de biologie humaine aujourd'hui, mais plutôt une réflexion sur ce phénomène physiologique pour toutes les femmes, que ce soit en Europe ou ailleurs. Les règles, ça a toujours été tabou. Preuve en est, jusqu'à il n'y a pas si longtemps, le sang était bleu dans les publicités à la télévision pour les serviettes hygiéniques. On parlait de ces ragnagnas avec ses copines et on trouvait, peut-être qu'on trouve encore aujourd'hui, que les règles, c'est sale. Et certains préjugés ont la vie dure. De nombreuses communautés excluent les femmes de la tribu ou du village pendant leur menstruation parce qu'elles ont la réputation d'être impures pendant cette période. Et de nombreuses jeunes filles ne peuvent plus aller à l'école pendant quelques jours. Parfois, l'apparition des premières règles sonne tout bonnement le glas de la scolarisation. Et c'est là l'un des coûts des règles, c'est le coût social. On le sait, c'est assez bien documenté. Il y a certaines femmes qui sont vraiment démunies face à ce corps qui change. On ne sait pas toujours vers qui se tourner pour se renseigner, poser nos questions ou se procurer des protections. Les moyens et non pas l'accès à des protections périodiques. Selon un rapport de l'UNICEF, une fille sur 10 en Afrique subsaharienne ne se rend pas à l'école pendant ses règles. En cause, le prix inabordable des protections hygiéniques. C'est ce qu'on appelle la précarité menstruelle, et c'est un véritable fléau. Faisons un rapide calcul, même s'il sera assez approximatif. Une femme est réglée de ses 13 ans à ses 50 ans environ. Si on prend en compte le fait qu'un cycle dure en moyenne 28 jours, une femme a ses règles pendant 39 ans, ce qui représente environ 500 cycles. Et si on respecte les recommandations sanitaires qui encouragent à changer de protection toutes les 2 à 3 heures et ne jamais en porter une plus de 8 heures de suite, on arrive à une consommation de près de 10 000 protections périodiques sur toute une vie. Un chiffre vraiment colossal. La précarité menstruelle, comme je l'évoquais juste avant, est assez bien documentée dans les pays les plus défavorisés. Et c'est souvent synonyme de système D. Certaines femmes sont donc obligées de se fabriquer des protections de fortune en utilisant soit des bouts de torchon, des morceaux de couverture, parfois des matières végétales absorbantes. Et toutes ces solutions de fortune sont très dangereuses puisqu'elles augmentent le risque d'infection. On le disait aussi tout à l'heure, le manque de renseignements est véritablement catastrophique puisque de nombreuses jeunes filles, à cause du tabou qui entoure les règles, mais aussi de la honte associée à ce phénomène physiologique, en arrivent même à monnayer leur corps en échange d'un paquet de serviettes hygiéniques. Si la précarité menstruelle est effectivement bien documentée dans les pays défavorisés, c'est en partie grâce à de nombreuses associations qui sont présentes sur le terrain et qui ont pour objectif de démonter ces tabous, mener des campagnes de sensibilisation dans des communautés rurales et distribuer des protections gratuitement à ces jeunes filles qui en ont besoin. Ce que l'on sait un peu moins en revanche, c'est que la précarité menstruelle existe aussi en Europe, dans les pays développés. Et le Royaume-Uni a été l'un des premiers pays européens à se pencher sur la question et à essayer d'endiguer ce phénomène. La BBC avait tenté d'estimer le coût moyen des protections hygiéniques pour une femme au Royaume-Uni en 2018.
Et Le Monde s'est également prêté à cet exercice périlleux l'année dernière. Pourquoi périlleux? Parce que les coûts de protection varient énormément en fonction de la marque, en fonction de l'endroit où vous les achetez. Et chaque femme a un cycle qui lui est propre, qui peut être plus ou moins long, et l'abondance des règles détermine aussi la consommation de protection. Pour arriver à proposer un prix moyen, Le Monde a pris en compte plusieurs paramètres dans ses calculs. Le premier, ça a été de partir du principe que la durée moyenne du cycle d'une femme est d'environ 5 jours. Un autre paramètre, ça a été la fréquence de remplacement des protections, selon les recommandations des fabricants de serviettes hygiéniques. Donc, on le disait tout à l'heure, c'est une fois toutes les 2 à 3 heures, jamais plus de 8 heures par jour. Et enfin, un dernier paramètre, ça a été le prix moyen d'une protection périodique. Le Monde s'est basé sur les chiffres d'une revue spécialisée pour déterminer le prix, et le coût d'un antidouleur, puisque de nombreuses femmes en prennent pendant leurs règles. Mettez tout ça dans une casserole, un petit coup de baguette magique, et on arrive à un total de 7,50 € par cycle, ce qui représente 3 800 € sur une vie. Une somme considérable, surtout pour les plus petits budgets, et c'est sans compter les frais annexes qui viennent s'ajouter, donc les consultations gynécologiques et parfois les vêtements et linge de lit qu'il faut remplacer. Mais qui sont toutes ces femmes pour qui l'accès à ces produits de première nécessité est si délicat? Les profils sont très différents. Les premières concernées sont bien sûr les femmes sans domicile fixe, qui, en plus des difficultés d'accès à ces produits, rencontrent un deuxième problème, c'est le fait qu'elles n'ont pas accès à des installations sanitaires adéquates pour y avoir une hygiène, une bonne hygiène. Les étudiantes pauvres sont aussi frappées de plein fouet par ce phénomène. Selon un rapport de 2015, ça date un petit peu malheureusement, 19% des étudiants français vivent sous le seuil de pauvreté. Et si on rapporte ce pourcentage au nombre de femmes inscrites dans l'enseignement supérieur, cela correspond à 270 000 étudiantes dans le besoin. 270 000. Et enfin, les travailleuses précaires. Ce sont souvent les femmes, plus que les hommes, qui se retrouvent en situation de pauvreté, principalement dans la tranche d'âge 18-29 ans. Et pour ces personnes, le budget alloué aux produits d'hygiène féminine et aux produits de protection périodique représente presque 5% du budget après les frais fixes, donc tout ce qui est loyer, facture, assurance, abonnement, etc. Comme si la situation n'était pas assez alarmante, on ne peut pas parler du phénomène de précarité menstruelle sans passer à côté de l'énorme risque sanitaire qu'il représente pour toutes ces femmes. Sans accès à une hygiène régulière, dans de bonnes conditions, avec le port de protection prolongée ou de protection de fortune, toutes ces femmes s'exposent à de nombreuses infections ou complications gynécologiques, et la plus connue d'entre elles est probablement le syndrome du choc toxique. Que peut-on faire donc pour sortir de cette situation? Une première étape a été de baisser la TVA sur les protections périodiques, c'est ce qu'on appelait la fameuse taxe tampon, puisque jusqu'alors, les protections périodiques étaient considérées comme des produits de luxe. Et dans cette démarche, certains pays d'Europe auront été plus rapides que d'autres. Le Royaume-Uni aura fait figure de précurseur en supprimant la taxe tampon en 2000. En revanche, en Belgique, il faudra attendre 2017 pour que la TVA passe de 21% à 6%. De nombreuses autres initiatives ont vu le jour ces dernières années à travers toute l'Europe, et elles ont pour objectif donc de faciliter l'accès aux protections périodiques. En Angleterre, il n'est pas rare de voir organiser des campagnes de collecte de serviettes et de tampons qui sont ensuite redistribuées par des associations pour les femmes en difficulté. En France, en Belgique, en Suisse et au Luxembourg, c'est l'association Règles élémentaires qui organise ces campagnes. Et ce qu'il faut savoir, c'est que donc, ces collectes visent à donc, récupérer des protections hygiéniques classiques, mais également des serviettes et autres dispositifs réutilisables
Pourquoi? Parce que ça permet ensuite aux femmes qui en bénéficient de ne plus dépendre des autres collectes pour leur prochain cycle. Les lingettes désinfectantes et les gels hydroalcooliques sont également acceptés, puisque, comme on le disait précédemment, c'est important d'avoir les mains propres quand on manipule ce genre de produit. En France maintenant, la start-up Marguerite et compagnie propose des distributeurs de protection hygiénique gratuite et bio dans les entreprises, les écoles et les universités. Elle a ainsi équipé une trentaine d'établissements scolaires et de grandes entreprises comme la SNCF. Il y a aussi la LMDE, qui est une caisse d'assurance maladie étudiante, qui proposait à ses adhérentes de leur rembourser leurs achats de protection hygiénique à hauteur de 25 € par an sur présentation du ticket de caisse. Et certaines universités, par exemple l'Université de Lille, proposent à leurs étudiantes des protections hygiéniques gratuites. En Belgique, malheureusement, on est encore loin de la gratuité des protections. Un collectif à Mons avait mis en place un système de distributeurs solidaires gratuits pour les étudiantes en difficulté. Donc, c'était sous forme de boîtes à chaussures disposées dans les sanitaires de l'université. Mais c'est là plutôt d'une initiative unique et spontanée qui n'était pas forcément officielle, mais qui avait pour objectif d'attirer l'attention des autorités sur ce phénomène et d'ouvrir le débat, ce qui est donc chose faite maintenant. Le combat autour de la menstruation et des produits d'hygiène féminine ne s'arrête pas là. Il faut encore déconstruire beaucoup de mythes et de tabous qui les entourent, que ce soit ailleurs dans le monde ou dans nos sociétés européennes et occidentales. Mais il y a un débat qu'il ne faut pas perdre de vue, c'est tout l'aspect de la composition des produits qui doit encore être passé à la loupe. Et là, on a encore pas mal de pain sur la planche. Merci de votre attention.